donc l'espèce de dichotomie cardio-rénale. Ce qu'on doit faire, c'est essayer de situer ici, d'offrir le meilleur traitement à notre patient, pas tout mettre sur le cœur, pas tout mettre sur les reins, mais de pousser les choses pour qu'on arrive à un équilibre entre ces deux organes-là. Et c'est souvent le déséquilibre à ce niveau-là qui va amener la plupart des symptômes. Donc, le premier dont on va parler, c'est lorsque vous avez un excès, une surcharge volémique, car vous avez peut-être négligé le cœur au profit des reins. Et par là, on entend les tableaux de rétention hydrosodée. Y-tu moyen de fermer celle en avant? Juste parce que je me rends compte que quitte à allumer celle à l'arrière, parce que je ne suis pas sûr si ça sort très bien. Bon. Puis peut-être l'autre ici. Bon. Donc, ce qu'on voit en clinique, souvent, on va voir les patients, quand ils vont vous arriver, ils ne vous diront pas, docteur, j'ai une rétention hydrosodée, mais ils vont arriver, ils vont se plaindre soit de grosses pattes, soit d'essoufflement. Donc, ils vont avoir des symptômes de rétention hydrosodée qui vont se présenter par des symptômes soit droit ou gauche. Donc, les symptômes à droite, souvent, ils peuvent avoir une hépatomégalie, un peu d'acide, les jambes enflées, les jugulaires élevés. À gauche, ça va plus être des symptômes pulmonaires, donc surcharge, crépitant, ils vont se plaindre d'essoufflement. Et, comme je parlais tantôt, ça résulte de l'activation des mécanismes, surtout principalement l'axe rénine-angiotensine-aldostérone. S'il y a un grand coupable, c'est principalement lui, qui amène une expansion du volume plasmatique. Et on le voit ici, je vous ai remis un autre petit dessin que vous voyez au tableau. La diminution du débit cardiaque en insuffisance cardiaque amène une activation de deux systèmes. Le système sympathique qui, lui, active directement la rénine. Et par diminution de la perfusion, il n'y a pas de flèche ici, il aurait pu en avoir une. Par diminution de la perfusion rénale, une activation du système rénine-angiotensine qui fait que vous retenez du sodium et vous retenez de l'eau. Et se rappeler que je vous parle de symptômes, mais des fois, le patient va se dire très bien. Il y a une phase préclinique qui est importante dans la rétention hydrosodée. On dit que les gens qui se présentent avec des manifestations de rétention hydrosodée vont avoir une prise de poids. C'est peut-être un peu fort. Dans la littérature, on dit 5 à 10 de gain de surplus d'eau. Donc, déjà, quand vous avez les pattes enflées, ce n'est pas 1 livre, ce n'est pas 2 livres. Votre patient a probablement entre 2, 3, 4, 5, 6 kilos de trop déjà. Donc, on a déjà du retard, puis un retard qui est significatif. Parce que le patient, avant de montrer des signes, a déjà accumulé une charge hydrosodée qui est significative. Comment est-ce qu'on prend en charge la rétention hydrosodée? Le gros du travail doit se faire par le patient. Je ne sais pas ce qui a été dit par Dr Lepage ou par Jean-Dominique, mais le patient, s'il ne participe pas, il va devenir un abonné de votre bureau, un abonné de notre clinique. Puis on en a des comme ça, des gens qui se négligent. Et immanquablement, peu importe les traitements qu'on a, les grands insuffisants cardiaques qui ne font pas attention sont appelés à retenir du sel et de l'eau. Il faut leur enseigner la prise de poids. Parce que, comme je vous disais, si on attend d'avoir les jambes enflées, vous allez déjà avoir du retard. Ce qu'on dit à nos insuffisants cardiaques, ils devraient se peser tous les matins. Et une augmentation de plus de 2 kg sur quelques jours, 3, 4, 5 jours. On ne peut pas prendre assez de masse ou assez de graisse pour prendre 2 kg en une semaine. Ça, chez ces gens-là, c'est un signe qu'il y a une rétention hydrosodée. Et on leur enseigne déjà de leur dire, bien, écoutez, vous comprenez ce qui se passe, doublez votre dose de diurétique, mais il faut qu'ils participent. Et si ça arrive, essayez de réfléchir, qu'est-ce que vous avez fait de différent d'habitude, parce que la portion importante, elle est là. Ces gens-là ne peuvent pas se permettre de boire et de manger ce qu'ils veulent. Ils doivent avoir une restriction hydrique qui est sévère, qui est suivie, avec une diète qui est particulière. Ils ne peuvent pas... la salière sur la table est à proscrire. Les charcuteries, les canages sont des choses qui contiennent beaucoup de sel. C'est à éviter. Donc, la rétention hydrosodée, la prévention se fait par de l'éducation. Et évidemment, la prise en charge pharmacologique, quand on est rendu que le patient a déjà une rétention hydrique importante, c'est de considérer les diurétiques. Et les diurétiques, comme disait Jean-Dominique, j'ai vu la fin de sa présentation, c'est vraiment la pierre angulaire pour les symptômes des patients. Ils vont avoir beaucoup plus de reconnaissance envers le médicament diurétique que le médicament bêta-bloqueur ou inhibiteur de l'enzyme de conversion, parce que ceux-là, bon, souvent, ils ne perçoivent pas le bénéfice. Souvent, c'est des bénéfices de mortalité.
À long terme, ils sont moins hospitalisés, mais à court terme, on les en a parlé des symptômes tantôt, il y a une portion de ces symptômes-là qui sont incontournables. Le diurétique, des fois même, ils vont vous en demander. Ceux qui connaissent leur maladie vont dire, ben là, je suis dû pour une augmentation, ou ils arrivent à la clinique et ils disent, bon, j'ai besoin d'une petite shot. Ici, j'ai mis cette slide-là, juste retenir que les diurétiques, ça fonctionne. Il y a dans la pharmacologie des diurétiques, il y a une dose minimale qu'on doit atteindre pour déclencher une diurèse. Donc, si vous avez une insuffisance cardiaque, évitez de séparer les doses. Donnez-leur une dose unique pour qu'on atteigne au moins à un moment de la journée cette dose plancher-là qui permet de déclencher la diurèse. Si vous séparez des doses et vous ne réussissez pas à atteindre un degré plasmatique assez important, ça se pourrait que vos diurétiques soient peu ou pas efficaces. Qu'est-ce qu'on vise quand on a un patient qui est en surcharge volémique et qu'on traite par diurétique? Bien, on dit que la norme, c'est sûr que c'était ajusté, là, mais on dit qu'on devrait viser une perte de poids qui est entre 500 et 1000 grammes par jour. La chose étant, il y a beau avoir 10-15 kilos de trop, ce volume-là est en extravasculaire. Le temps que le volume se déplace de l'extravasculaire en intravasculaire pour pouvoir aller le chercher, ça prend un certain temps. Vous ne pourrez pas, si vous faites perdre 5 kilos à votre patient, mais c'est clair qu'en intravasculaire, il va être sec. Vous avez des problèmes, vous risquez d'avoir des problèmes d'insuffisance rénale aiguë. Donc, on dit qu'il faut y aller progressivement. L'objectif, c'est de normaliser les signes d'insuffisance cardiaque. Donc, l'auscultation pulmonaire pour ce qui est des symptômes gauches, la TVC, la tension veineuse centrale pour ce qui est des symptômes droits, on dit qu'on devrait viser idéalement une TVC normale. Est-ce que c'est atteignable chez tous les patients? Évidemment, non. Mais la plupart, on est capable d'arriver à quelque chose qui a beaucoup de bon sens. L'œdème au niveau des membres inférieurs, juste garder en tête que tout œdème au niveau des membres inférieurs n'est pas nécessairement un problème cardiaque. Vous avez des gens avec des TVC normales qui ont des œdèmes sur des varices. Quand même que vous les lacixeriez, ces patients-là, vous n'arriverez pas nécessairement à négativer leurs œdèmes. Donc, c'est pour ça que je parle plus de TVC normal que de résolution d'œdème au niveau des membres inférieurs. Et juste se rappeler que le traitement pharmacologique ne remplace pas une hygiène de vie acceptable ou, en tout cas, avec la restriction hydrosodée dont je vous ai parlé. Évidemment, ces patients-là, il y a des choses que vous devez absolument éviter et toujours questionner, entre autres, les anti-inflammatoires. Souvent, les patients ne considèrent pas les anti-inflammatoires comme étant un traitement parce que comme ils l'ont acheté sans prescription à la pharmacie, ils ne vous en parleront pas. Toujours questionner la prise d'anti-inflammatoires. Vous allez être surpris de ce que vous allez obtenir des fois pour des décompensations, que ce soit rénales ou en termes de rétention hydrosodée. Évidemment, les inhibiteurs calciques non dihydropyridine avec leur caractéristique d'inotrope négatif. C'est démontré que, contrairement aux bêta-bloqueurs, qui sont aussi inotropes négatifs, les inhibiteurs calciques non dihydropyridine, et par là, je ne parle pas du Norvasc, qui est une dihydropyridine, ils amènent des compensations, effets secondaires, donc à éviter. Et les TZD, pas nécessairement à éviter de façon absolue, mais à utiliser avec une certaine parcimonie, en sachant que ces médicaments-là peuvent peut-être amener une certaine rétention hydrosodée. On revient à notre équilibre cardio-rénal. Donc, on a parlé de l'excès en volume qui amène la présentation clinique dont je vous ai parlé. Quand on tombe de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on décompense, on favorise trop le cœur au point d'arriver à un rein qui entre en souffrance. C'est cette portion-là dont on va parler. Les choses qui peuvent amener cette décompensation-là sont multiples. Un des agents coupables, occasionnellement, c'est le docteur avec ses ISCA. Et comme je vous ai dit, on est commis, de par les lignes directrices, à pousser la dose aussi loin qu'on peut aller. En le faisant avec un suivi rapproché, c'est quelque chose qui est sécuritaire. L'autre chose, nos diurétiques. Puis il y a des situations autres qui peuvent arriver. Donc, insuffisance rénale aiguë. Juste retenir, je vous parle de la décompensation aiguë. Juste retenir que comme la plupart de nos patients insuffisants cardiaques sont aussi, pas la plupart, mais beaucoup, ont aussi des problèmes rénaux, retenir que l'insuffisance rénale chronique n'est pas une contre-indication aux antagonistes de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone, même que c'est toujours la même chose en médecine, plus vous êtes malade, plus vous avez un bénéfice à être traité agressivement. Et c'est démontré que les patients qui ont le plus grand bénéfice, tant au point de vue rénal qu'au point de vue cardiaque, mais ici on va parler juste d'insuffisance cardiaque, ce sont les insuffisants rénales chroniques. Bon, vous allez me dire, est-ce qu'à 400 de créate, est-ce que je débute un ISCA? Bien, 400, c'est un peu trop. Mais je vous dirais que dans la plupart des études, le cutoff, c'était 180.
J'ai ressorti les papiers de la clinique d'insuffisance cardiaque. Nous, dans nos protocoles, on utilise 220 comme créate maximale pour débuter des IECA. C'est sûr qu'à 200 de créate, peut-être que vous êtes mieux de nous l'envoyer en clinique d'insuffisance cardiaque à la place plutôt que de débuter ça au bureau, parce que ça demande possiblement un suivi très, très, très rapproché. Puis, dépendant des pratiques cliniques que vous avez, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de revoir ses patients 2 fois par semaine ou aux semaines. Mais je veux que vous reteniez que l'insuffisance rénale chronique n'est pas une contre-indication à l'utilisation d'IECA. Puis comme je vous disais, certainement en bas de 180 jusqu'à 220, c'est des patients qui peuvent bénéficier. Quand est-ce qu'on doit modifier nos IECA? Bien, je dis nos IECA, ça peut être les ARA aussi, là, les antagonistes de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone. Excluant l'aldostérone, je n'en parlerai pas ici. Je considère que c'est un médicament qui est peut-être un médicament de 2e ligne chez des patients beaucoup plus malades. Quand est-ce qu'on le modifie? Bien, quand la créate monte de 30 %, je pense que c'est un signe, c'est la cut-off qu'on ne veut probablement pas dépasser. Si vous n'avez pas d'autres facteurs prédisposants, entre autres comme une diurisation trop agressive, si votre patient, vous le considérez bien, normovolémique, et que vous avez atteint une dose d'IECA où la créate a monté de 50 %, mais je pense que on a atteint notre maximum, c'est le temps de diminuer. Même chose pour le potassium. Si vous avez une kaliémie en haut de 5,5, je pense que c'est un signe que la dose d'IECA est peut-être un peu trop forte. Et là, par là, j'entends, après avoir éliminé, puis je vais en parler pour l'hyperkaliémie aussi, après avoir éliminé tous les facteurs causales autres que l'IECA. Les causes possibles pour l'insuffisance rénale aiguë, vous allez voir qu'en termes d'hyperkaliémie aussi, on se recoupe. Les choses qui sont modifiables, bon, c'est sûr que les coupables possibles sont ici. Ceux-là, idéalement, on veut les garder à la dose la plus élevée possible. Les choses que vous allez vouloir modifier, c'est votre corrigé une hypovolémie. Des fois, on diurise trop nos patients. Puis évidemment, un patient qui est trop diurisé va tolérer beaucoup moins bien les inhibiteurs, les antagonistes de l'axe rénine-angiotensine. Et vous ne voulez pas surdiuriser vos patients. Vous voulez qu'ils soient normovolémiques, vous ne voulez pas qu'ils soient hypovolémiques. Donc ça, c'est toujours à regarder, toujours évaluer les jugulaires. Si même couché presque à plat, vous ne voyez pas de jugulaire, mais écoutez, c'est que votre patient, vous l'avez beaucoup trop vidé, puis le problème, il est probablement beaucoup plus là qu'ici. Et encore là, comme je vous dis, toujours questionner pour les anti-inflammatoires qui sont un coupable fréquent. Puis l'autre chose, on va y revenir aussi quand je vais parler d'hypotension, toujours re-questionner votre traitement médical. Si vous avez un patient qui prend 16 médicaments dans son traitement, puis s'il y a 5 hypotenseurs différents, puis vous pensez que la pression va peut-être avoir dans sa détérioration rénale, puis que vous avez des vasodilatateurs périphériques, bien, entre un vasodilatateur périphérique non démontré en insuffisance cardiaque puis votre IECA, si à votre évaluation c'est un problème de tension, bien, essayez de réfléchir en vous disant, en voyant le tableau dont je vous ai parlé tantôt, quels sont les médicaments qui ont un bénéfice. Si j'ai des coupables multiples, bien, aussi bien enlever celui qui n'apporte aucun bénéfice en termes de mortalité puis de réhospitalisation à notre patient. Donc, la prise en charge, évaluer la volémie. Est-ce qu'il est trop sec? Les médicaments, j'en ai parlé. Je viens de vous parler des hypotensions secondaires à des vasodilatateurs qui sont plus ou moins, bien, pas nécessairement plus ou moins pertinents, mais qui, en cours de traitement, peuvent être retirés. Les sténoses rénales, je l'ai mis, c'est une cause possible d'insuffisance rénale aiguë. Par contre, habituellement, c'est des choses qui sont assez... c'est des choses qui vont arriver à faible dose d'IECA. Ils vont avoir des insuffisances rénales qui vont apparaître rapidement. On ne fait pas nécessairement de Doppler rénal à tous nos patients. Et la prise en charge de ça, à moins d'avoir, puis on va revenir sur les notions d'urgence tantôt, mais à moins d'avoir un bilan catastrophique, je pense que la chose à faire, c'est de diminuer de moitié la dose de l'inhibiteur de l'axe rénine-angiotensine, puis réévaluer dans 7 à 10 jours. Puis si en plus de ça, vous avez une volémie qui est basse, vous pouvez aussi diminuer de moitié certainement votre diurétique. Hyperkaliémie, malheureusement, probablement que la slide ne sort pas très bien, mais juste réaliser que, encore là, ce qui gère le potassium au niveau rénal, c'est le tubule distal. Faire une histoire simple, je ne suis pas néphrologue, donc j'en comprends moins que j'en ai déjà compris par rapport à ça. Mais les déterminants de l'excrétion de potassium sont, il y a deux choses. Il y a l'aldostérone et il y a la charge sodée qui est amenée au niveau du tubule distal. Évidemment, l'aldostérone faisant partie de l'axe rénine-angiotensine-aldostérone, quand vous jouez là-dessus, vous coupez un mécanisme d'excrétion du potassium et évidemment, vous pouvez amener une hyperkaliémie.